transformant les carnets. Cette semaine, Maurice Blanchot. C'est celui-là que je prends. Faut pas. On en lit quoi? Bon. Parlons juste pour aujourd'hui. Pour la route. 3 pages et demie. Vous allez voir, ça vaut le coup. Il est trop sûr que le roman français subit une sorte de crise. Malgré des œuvres d'un intérêt souvent vif, malgré des auteurs pleins d'heureux dons, on n'a pas assisté ces dernières années à un effort de renouvellement qui puisse se comparer aux tentatives de certaines littératures étrangères. Mis à part quelques ouvrages, les romans d'hier ont été remarquables par leur fidélité à une tradition tranquille et médiocre qui n'exprimait elle-même que l'agréable survie d'erreurs peu fructueuses. Aucune inquiétude chez ces écrivains qui semblaient avoir pour seule ambition de recommencer leur devancier. Aucun écart dans ces livres doucement chargés de se relier à la société banale et au monde habituel des choses. Tout romancier naissant croyait se trouver inéluctablement devant la tâche de se raconter lui-même ou de raconter l'histoire d'un personnage emprunté à la vie courante. Peu d'invention, nulle audace, presque aucune originalité, même conventionnelle. On pouvait se demander si le roman, qui absorbait tant de talent et tenait une si grande place dans les lettres, était encore un genre littéraire ou ne se réduisait pas plutôt à une entreprise souvent malheureuse pour divertir quelques lecteurs. Les causes de cette décadence sont nombreuses. On ne peut penser à les rechercher en quelques lignes, ni même à y faire allusion. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le roman semble s'être perdu par un goût puéril de réalisme, par un souci exclusif de fidélité à une observation extérieure, par la recherche d'une analyse toute superficielle et facile. On comprend très bien comment le roman français est devenu un simple décalque d'une réalité sociale et psychologique de convention. D'abord, des notions fausses sur une prétendue tradition romanesque attachée à la peinture des mœurs ou à la description des conflits humains ont encouragé le romancier à faire le sacrifice de toute force d'imagination et de toute volonté de création extravagante. On sacrifie heureusement ce qui vous fait assez cruellement défaut. En second lieu, l'imitation de la société ou, comme l'on dit, de la vie a constitué pour le romancier un excellent moyen d'introduire une certaine nécessité dans une œuvre de fiction. Comment sauver du hasard un ouvrage dont les phrases se suivent sans rigueur, où presque tous les mots pourraient être remplacés par d'autres sans dommage, qui n'est qu'une combinaison de détails et d'épisodes assemblés fortuitement? Il n'est que trop naturel que l'écrivain se donne à lui-même cette réponse. Mon roman, qui est fait d'une suite aléatoire de mots et d'un enchaînement problématique de faits, où par conséquent rien ne semble justifier, a tout de même la justification que lui donne l'image de la vie. Il bénéficie d'une certaine nécessité dans la mesure où il apparaît comme le récit d'événements qui ont eu lieu ou qui auraient pu avoir lieu. Il emprunte à la vérité extérieure la vraisemblance qui lui compose une liaison et un enchaînement. Cette réponse pourrait être revendiquée par un grand nombre de romanciers. On en voit facilement les périls. La solution qu'elle propose consiste à faire dépendre la nécessité de l'œuvre de son objet plutôt que de l'œuvre elle-même. Elle tente à ne rien demander à l'art et tout à ce qui en est l'informe et vague matière. Il suffit que le lecteur retrouve à peu près dans le livre qu'il parcourt la vie qu'il a observée pour que cette impression grossière et irrégulière donne à un recueil de phrases qui ne s'appellent pas et qui même s'ignorent une unité et une légitimité complète. Chose bizarre, on invoque pour rendre le roman nécessaire le fait qu'il reproduit des événements eux-mêmes sans nécessité, système confus et impénétrable de chances et de hasards, alors que le propre de l'œuvre véritable est de créer un monde où les êtres que nous sommes et les faits qui nous composent atteignent
une nécessité et même une fatalité que la vie ne leur donne généralement pas. On prétend que la nécessité du roman réaliste et psychologique vienne de sa fidélité à exprimer les petits hasards de l'existence. On lui prête, pour le justifier, une imitation qui lui ôte toute ombre de causalité propre. Il n'est plus qu'un trompe-l'œil se raccordant tant bien que mal aux choses tangibles. Une pareille conception a eu des conséquences qu'on pourrait presque déduire abstraitement. Il va de soi que cette imitation de la vie ne pouvait être qu'approximative et arbitraire. Comment imiter dans une œuvre où quelques soucis de composition et une liaison suivie du langage et de l'anecdote sont apparemment indispensables, la trame des choses réelles, où il n'y a ni rythme, ni symétrie, ni figure, ni quoi que ce soit qui rappelle une loi littéraire. Il s'est donc formé des conventions traditionnelles dans lesquelles les romanciers n'ont cessé de puiser et d'où ils ont tiré indéfiniment des personnages, des circonstances, une société à mi-chemin entre le monde de l'observation extérieure et le monde fermé et pur des lettres. Un à peu près très médiocre les a contentés. Ils ont vécu sur des habitudes facilement reconnaissables, d'où les plus hardis ne se sont évadés que par une volonté d'imitation plus minutieuse ou plus désordonnée. Tous, ou presque tous, ont gardé de la conception fondamentale du roman français le besoin de se référer à quelque chose d'extérieur, de chercher au dehors, par un parti pris indéniable de vraisemblance, l'unité qu'ils n'auraient dû assurer que par une organisation intérieure de leur œuvre. Ils ont, d'une part, conservé à peu près le moule habituel de notre roman, fait d'un récit extérieurement bien composé, avec une intrigue assez claire, des personnages assez significatifs, une société assez ressemblante. D'autre part, ils ont sauvegardé à peu près la loi de l'imitation et de la vraisemblance en introduisant un certain nombre d'observations, de détails vrais, d'éléments d'illusion, parfois un certain désordre, une timide incohérence présentée comme conforme à la vie. La forme du récit, empruntée à une tradition assez maladroitement héritée, en constituant la part littéraire du roman, le fond du récit emprunté à l'observation nécessairement superficielle et arbitraire de la vie et composant la justification extérieure de l'œuvre, c'est de ces deux ingrédients que sont faits presque tous les livres de fiction. Et ces ingrédients eux-mêmes ne sont que l'endroit et l'envers d'une même convention, la vie telle qu'elle est représentée dans le roman n'étant et ne pouvant être qu'une vue littéraire, justement celle qui cadre avec la forme littéraire traditionnellement choisie. Il est entendu que plusieurs œuvres ont en apparence rompu avec ce schéma, qu'elles ont cherché un cadre nouveau. Cela n'est pas contestable, mais il n'en est que plus singulier de retrouver dans ces œuvres, fruits de talents très vigoureux et très hardis, le même esprit d'imitation, le même goût de la vraisemblance extérieure, la même crainte de trop s'éloigner de la vie. Leurs auteurs ont été comme retenus dans leur secret dessein d'invention par un génie traditionnel qui prétendait parler au nom de l'esprit français, qui les invitait à ne pas engendrer des monstres. On a quelquefois l'impression qu'ils ont ébauché en eux-mêmes des ouvrages dont ils ont été effrayés. Au lieu de se tendre pour accommoder leur puissance à l'imagination d'une forme toute nouvelle, ils ont cru bon de travailler à n'être pas si riches ni si audacieux. Ils ont dépensé pour se conformer aux habitudes romanesques autant de force qu'il eût été nécessaire pour en créer d'autres. Ils se sont fait violents contre eux-mêmes, et ayant voulu beaucoup moins qu'ils n'auraient pu, ils ont fini par s'échanger contre des auteurs plus modestes. Il n'est pas besoin de dire que l'esprit d'invention et l'effort de rupture supposent une recherche terriblement exigeante de la nécessité, un éloignement de tout arbitraire, une conscience implacable pour rejeter toute image ou toute création non justifiée, en un mot, un contrôle et une domination extrême. C'est là, semble-t-il,
le véritable enseignement de notre tradition. Elle nous permet de rêver à quelque écrivain, symbole de pureté et d'orgueil, qui serait pour le roman ce que Mallarmé a été pour la poésie, et d'entrevoir l'œuvre dont celui-ci voulait faire l'équivalent de l'absolu. Mais comment nourrir un tel songe ? Les livres ne valent que par le livre supérieur qu'ils nous conduisent à imaginer. Si éloignées que soient de ce roman idéal les œuvres qui paraissent aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de regarder dans quelle mesure elles s'en rapprochent et de compter les surprises heureuses qu'elles nous réservent. Alors là, on est le 12 ou 13 novembre, donc on est pile au moment où tous ces moissons, là, ces 500 livres parus fin août, début septembre, ça y est, on n'en parle plus. Il y en a 15 qui ont eu des articles dans la presse, il doit y en avoir encore quelques-uns en librairie, mais ça y est, ils commencent à faire les cartons de retour, et c'est fini. Et puis arrivent là maintenant les représentants là, qui sont à la case des libraires, puis qui essayent de leur placer les romans de janvier, puis c'est toujours la même chose. Alors est-ce que Blanchot il parle de ça ? Non, il parle là de édition Gallimard 1941, renouvelée en 1971. C'était écrit et publié probablement un tout petit peu avant-guerre, dans ces heures sombres, qui étaient sombres pour Blanchot aussi d'ailleurs. Cette semaine, on est là-dedans.